Political route, le parcours politique. Les artistes aspirent souvent à jouer ouvertement un rôle politique. Surtout en période de fort contraste social, quand les choix politiques deviennent concrets au sein de la sphère publique, les artistes participent et contribuent à ce contexte, soit par une prise de position affirmée, ou inversement en évitant délibérément toute position politique. Il n'est pas surprenant que plusieurs artistes de l'Europe de l'Est, présents dans la collection du FRAC, parlent dans leur travail des changements des réalités sociales et politiques. Très souvent, les artistes posent un regard sur le rôle que l'art a joué pendant la période communiste et les mythes qu'il a engendrés. Les artistes contemporains proposent une analyse comparative de la situation passée et actuelle, sans vouloir pour autant établir un nouvel ordre politique. Ces œuvres ne sont jamais sans ambiguïté. Leur point de vue critique s'applique à la fois à l'idéologie du passé et à la réécriture de l'histoire. Hilde Terlink, directrice du FRAC, décrit cette position comme la suivante. Les commentaires et les observations de l'art contemporain sur le passé sont complexes et remplis de réflexions importantes sur le présent. En effet, ils sont ouverts aux hypothèses audacieuses concernant l'avenir du capitalisme, la politique, l'art, l'économie et le comportement humain. Elan et Élégie par Lorena Zileruelo. Pour la vidéo interactive Elan et Élégie, la jeune artiste chilienne Zileruelo a pris une peinture emblématique pour point de départ, Il Quato Stato du peintre italien Giuseppe da Volpedo, réalisé en 1901. Cette peinture représente un groupe important d'ouvriers, menés par deux hommes et une femme avec un enfant, marchant vaillamment vers le spectateur. Cette image est devenue un symbole pour le mouvement ouvrier et a donc été utilisée par le réalisateur Bernardo Bertolucci dans la scène d'ouverture de sa grande épopée Novecento. Zileruelo, à son tour, rejoue la scène avec des acteurs et accompagne leur marche avec une musique joyeuse. Pendant que les travailleurs avancent vers le public, des détecteurs de mouvement enregistrent les réactions des visiteurs, dont les gestes contrôlent le groupe de grévistes. Grâce à leurs mouvements, les spectateurs peuvent se joindre au groupe, les ralentir ou les arrêter. Dans son travail, Zileruelo traite de la situation politique de son pays natal, le Chili, et en particulier du régime dictatorial d'Augusto Pinochet, qui a renversé le gouvernement socialiste de Salvador Allende grâce au coup d'État de 1973. Il est impossible de distinguer Elan et Élégie de ce paysage politique. Passion ou lamentation, c'est au spectateur de décider ce qu'il adviendra de cette marche. Sarah Hortmeyer, Sabotage, 2009. Des centaines de fragments de bois gisent sur le sol, comme si un peuplier avait été abattu par la tempête et ensuite broyé par la pression d'autres objets tombants. Seule une inspection plus approfondie révèle que les fragments proviennent de sabots blancs cassés. L'auteur de Sabotage, l'artiste allemande Sarah Hortmeyer, explique que son installation se réfère à l'origine du mot sabotage, qui est dérivé de sabot. Selon la légende, au temps de la révolution industrielle, les travailleurs d'une exploitation agricole française jetèrent leurs sabots dans une moissonneuse mécanique afin de protéger leur emploi. Par leur action, ils sabotèrent la machine, mais ils détruisirent également leurs chaussures. Hortmeyer reconstruit ce champ d'honneur. Le spectateur marche à travers les débris de la révolte paysanne. Dans son travail, Sarah Hortmeyer utilise souvent ce genre de symbole du pouvoir politique et d'impuissance sociale. Lors de la première présentation de Sabotage, l'artiste a également exposé l'œuvre intitulée Faust. Il s'agit d'une collection d'images documentaires appartenant à la mythologie de l'histoire américaine. Lee Harvey Oswald, George W. Bush, Monsieur et Madame Obama et certains athlètes noirs américains, tous se représentaient les poings serrés, en gestes victorieux, en acte de défiance ou en signe d'amitié ou de justice. Ajoutant à l'ambivalence des mythes, Hortmeyer a imprimé ces images sur des autocollants collés sur des boîtes d'allumettes. Castamacca par Clara Lydon, 2009. Clara Lydon a fait des études d'architecture. Même si elle n'a pas souhaité faire de design architectural, sa formation transparaît clairement dans son travail. À travers ses films, ses installations et ses performances, Lydon apporte une analyse critique des conditions sociales imposées par l'environnement urbain. Elle interroge la façon dont les espaces provoquent certaines attitudes socialement recherchées en excluant d'autres formes de comportement. Le plus souvent, Lydon joue un personnage perturbateur dans ses films. C'est le cas dans sa vidéo Castamacca. Lydon se filme dans 3 villes différentes, Kassel, Francfort et New York. Elle projette les vidéos en même temps. Dans chaque ville, elle réalise la même performance. Au coucher du soleil, elle marche près des rives d'un fleuve et jette une pierre dans l'eau. Une action apparemment inutile, mais facilement identifiable. Nous avons tous jeté à un moment ou à un autre une pierre dans l'eau. Malgré l'inutilité de ce geste, l'individu essaie de laisser une trace dans l'immensité d'une ville étrangère. Ce geste, l'ondulation sur l'eau pendant un court instant, l'environnement répond au mouvement de l'homme. Lydon montre que l'individu peut briser les conventions et s'exprimer dans l'espace urbain.
en prenant le contrôle, en se réappropriant l'espace public privatisé pour une utilisation personnelle. D'une façon énergique, instinctive et parfois d'un activisme radical, l'artiste redéfinit l'espace que nous habitons et invente des lieux qui n'accomplissent plus leur fonction. Les conventions sont déconstruites et pour les remplacer, Clara Lydon invente une façon de rendre les lieux une nouvelle fois inappropriés. Sarah Hortmeyer, Sabotage, 2009. Disappearance of Tribe, Deimantas Narkevičius, 2005. Les sculptures et les films de Deimantas Narkevičius entrelacent plusieurs points de vue et différentes périodes historiques. Les témoignages d'un art soviétique contrôlé par la politique sont nombreux, mais le contexte dans lequel ils apparaissent a changé. Par sa nouvelle et très personnelle articulation de ces éléments familiers, l'artiste interroge le sens présent de ce passé historique. Le travail de Narkevičius examine les failles qui ont pris naissance lorsque le communisme a perdu son emprise sur l'est de l'Europe soviétique et qu'une nouvelle ère a commencé. L'œuvre de Narkevičius interroge le rôle que l'art a joué pendant l'annexion de la Lituanie, son pays natal, à la Russie. L'art était au service de la société et il a enrôlé le pays dans une idéologie collective. Bien que la scène artistique de la Lituanie ait gagné en autonomie et en renommée internationale, Narkevičius interroge toujours l'héritage communiste. Utilisant l'aspect technique de ces médiums, il propose un témoignage personnel ainsi qu'un portrait des années 70 à travers photographies, interviews et vidéos. En recréant l'histoire, Narkevičius montre que le documentaire comme l'art n'a jamais un point de vue objectif sur l'histoire. Ceux qui sont conscients du pouvoir de magnification et d'omission des images peuvent alors utiliser l'art pour ranimer certains aspects du passé dans le présent ou alors dans le futur, une idée particulièrement répandue dans la propagande de la période soviétique. Narkevičius, le gagnant du prestigieux Vincent Award en 2008, montre cet aspect dans son œuvre, comme par exemple dans Disappearance of Tribe. Dans cette vidéo, il raconte l'histoire de son défunt père. De vieilles photographies sont utilisées pour reconstruire la vie d'une communauté lituanienne disparue. Par ailleurs, la vidéo met en avant les notions d'espoir et d'énergie connectées à l'idéologie communiste. Mais à travers ce protocole anachronique, le film parle également de la manipulation intentionnelle des images. Manifestation du collectif des sans-papiers de la Maison des Ensembles, par Bruno Serralong, 2001-2002. Bruno Serralong semble opérer comme un photojournaliste. Il représente des événements et leurs conséquences, et attire aussi l'attention des médias pour leurs contenus sociaux ou politiques. Cette approche l'a amené en Corée, au Tibet, au Kosovo, ainsi que dans de nombreuses contrées du monde, et jusque dans son propre pays, pour montrer des situations d'urgence sociale. Sa méthode et sa démarche différèrent cependant clairement de celles des médias. Là où ces derniers voient un sujet à sensation, Serralong focalise son attention sur le fond. Il réalise un portrait. Il pose un regard quasi neutre et distant vis-à-vis de l'événement. Il infiltre les coulisses de l'événement et continue d'observer quand l'œil des médias est déjà saturé. Cette démarche produit des images qui pénètrent plus profondément au cœur du problème, comme on peut le constater dans sa série de photographies sur les manifestations hebdomadaires des sans-papiers à Paris, et également dans sa série sur les campements de réfugiés à Calais. Pendant de longues années, les réfugiés irakiens, afghans, iraniens et kosovars s'amassaient à Calais, attendant une opportunité de traverser la Manche pour atteindre le Royaume-Uni. À l'origine, ils trouvaient refuge dans les maisons de la Croix-Rouge, jusqu'à ce que le lieu soit nettoyé par le Premier ministre Sarkozy, applaudi fortement par les Britanniques et les Belges. Dans la lignée de cet événement, de nombreux camps illégaux ont surgi, et l'immigration à Calais n'a pas cessé pour autant. Serralong photographie les abris de fortune des réfugiés, eux qui mettent en évidence la répression accrue par la police et le système judiciaire. Ces photographies montrent une réalité sociale et politique, pendant que s'ouvre une réflexion critique sur les notions de représentation, d'approche et de distance par rapport au sujet. Magic Carpet par Sergei Bratlov, 2006. Magic Carpet représente une jeune fille dans un paysage enneigé. Vêtue uniquement de ses sous-vêtements, elle est assise sur un tissu rouge qui, après une inspection minutieuse, s'avère être le drapeau de l'Union soviétique. Elle regarde vers le sol. La superpuissance communiste a été réduite à un drapeau fripé qui fournit une infime protection contre le froid hivernal environnant. Cependant, ce qui peut paraître comme une image de la résignation ultime ou d'une défaite peut aussi être interprété d'une autre manière. Si l'on voit la neige comme un ciel nuageux, la scène entière se transforme. Maintenant, la jeune femme est assise sur un tapis volant et elle essaie de voir la terre en bas à travers les nuages. Elle n'est pas dans un endroit précis, mais elle navigue librement dans le paysage.
Le photographe Sergei Bratkov joue avec plusieurs niveaux de lecture. Comme beaucoup de ses contemporains de l'ex-Union soviétique, il examine la position de l'art et des artistes, ces derniers étant désormais sans gouvernement. Bien que les artistes soient particulièrement familiers à l'héritage soviétique, leurs imageries évoquent également un éloignement de cet héritage qui est difficile à expliquer. La création artistique alternative qui ne peut fonctionner que dans le supercapitalisme de la Nouvelle-Russie n'est pas attrayante non plus. Bratkov a choisi de faire le portrait de personnes ordinaires qui sont mises dans des situations exceptionnelles. Ces personnes sont prises entre la tristesse du passé et la morosité du futur. La question est de savoir si elles incarnent des héros ou non au quotidien. Ainsi, il reflète également l'histoire du réalisme soviétique où l'héroïsme jouait un rôle proéminent. Bratkov pose un regard mitigé sur les stéréotypes de l'environnement capitaliste et l'état communiste dans lequel il a grandi. Et encore, en dépit de l'oppression, il semble que ces photographies dégagent un aspect mélancolique, presque féerique. Sportfrey, Anna Klamroth, 1999. Dans sa vidéo Sportfrey, Anna Klamroth nous présente 5 jeunes hommes qui se rencontrent les uns les autres chaque jour dans une vieille piscine abandonnée à Berlin. Ils jettent des cendriers dans les gradins pour voir qui peut lancer le plus loin. Ils jouent au hockey avec des canettes vides et discutent les uns avec les autres. Le choix du lieu n'est pas dû au hasard. La construction du Karl Friedrich Friesen Stadium a commencé la même année que celle de la création de la RDA en 1949 et a servi comme lieu d'entraînement et de compétition pour l'équipe de natation d'Allemagne de l'Est pendant environ 50 ans. Le sport de haut niveau était un excellent moyen d'acquérir la reconnaissance internationale pour la RDA. Les nageurs jouaient un rôle important pour atteindre ce but. Dans la vidéo de Klamroth, nous sommes en 1999. Le stade, symbole de la fierté de la nation, est une ruine. Sa démolition doit commencer dans quelques jours. Les garçons sont les derniers habitants de ce lieu irréel au cœur de l'Allemagne réunifiée. Ils représentent la première génération née dans la capitale allemande unifiée, une génération non enrôlée par l'idéologie d'Ulbricht, Honecker et d'autres célébrités de la RDA. Les jeux auxquels ils jouent n'ont rien de politique, en ce sens, ils sont frei, soit gratuits. Mais il y a aussi un certain désespoir dans la nouvelle politique. En cela, les masses n'incarnent pas seulement la destruction du stade, mais aussi l'effacement des traces de la société de l'Allemagne de l'Est. Sans régime totalitaire, la collectivité voit la solidarité être remplacée par la liberté individuelle. Klamroth ne prend pas parti. Elle met en évidence un changement qui s'appuie à la fois sur des images actuelles et d'archives. Elle montre les dernières heures de ce qui était devenu le sanctuaire de la ville, tout comme le refuge de ces garçons. Dans leur refuge temporaire, ils ne sont pas, tout au moins pour l'instant, au courant de la suprématie croissante du marché occidental et du monde capitaliste.